regardez la dernière ligne étroite, presque la dernière ligne étroite. Ri, Rabbi Yehuda Omer, im haïta. C'est Amar Rabbi Yehuda, im haïta mida meruba, eino motzi lo chesronot mipnei shemotirot. Vous vous rappelez de l'idée de base qu'on avait discuté de ça hier, que quelqu'un qui dépose chez quelqu'un d'autre de la récolte, quand il vient plus tard pour reprendre sa récolte, et sa récolte a été entre-temps mélangée avec la récolte du chômeur, alors quand il lui restitue sa récolte, il a le droit d'enlever un pourcentage qui s'appelle chesronot. C'est un petit pourcentage d'une façon normale qui se perd, qui va et se perd. Je ne sais pas combien c'est. La Mishnah, elle donne des shiurim, ils ont 3%, 5%. Et Rabbi Yehuda, il dit, mais si la quantité qui a été déposée, elle est très grande, alors là, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il dit motirot. C'est quoi motirot? Il dit que quand il y a une grande quantité, quand tu les reprends après un peu de temps, ils se gonflent. Disons, c'est des grains. Les grains, ils ont tendance, entre la saison où tu les as moissonnés et entre, disons, le printemps quand tu vas les prendre, ils se sont enflés. Et donc, le nefar, le volume, en fin de compte, grandit. Alors, quand tu lui rends le même volume qu'il a déposé, il s'avère que tu as déduit les chesronot. Parce que si tu n'avais pas déduit les chesronot, il est censé recevoir un volume plus grand. Donc tout ce qu'on nous dit ici, que quand c'est une grande quantité de récolte qui a été déposée, le chômeur n'a pas besoin de déduire rien. Parce qu'il lui redonne exactement le même volume. Parce que normalement, le volume était censé grandir. Mais il lui donne le même volume parce qu'à cause de quoi? De chesronot. À cause de, quand on dépose de la récolte à long terme, il y a des souris qui mangent, il y a des choses qui s'abîment, il y a des choses qui se perdent. Et ça s'appelle chesronot. Et donc là, il n'a pas besoin. Vous vous rappelez qu'il se quittait là hier? Oui. Okay. Alors, la Gemara reprend. On peut faire les refouach shlema. Les refouach shlema. Au Meira. Et Léa bat Esther, et Michal bat Siona, et Raphaël, Isha, Eliyahu, Ben Ronit. Ok. Et Ruth bat Shaina. Ensemble, Kol Cholei Israël. Kama mida meruba. C'est quoi une grande quantité? Amar Rabba Bar Bachan, Amar Rabbi Yochanan, Asara Kurin. Ça, c'est la quantité qui s'appelle une grande quantité. Tanya Nami, Hachi Kama Mida Meruba, Asara Kurin. Tana Kame de Rab Nachman. Bame Dvarim Amurim. Quand est-ce qu'on dit qu'il faut déduire une petite quantité qui correspond à la perte normale et naturelle? Quand est-ce qu'on dit ça? Chez Madad lo mitoch gorno. Il a mesuré la quantité qu'il a reçue avec une mesure qu'il utilise dans la grange. Et il lui a retourné, restitué sa récolte aussi avec une mesure qu'on utilise dans la grange. C'est quoi la mesure? Disons, c'est une pelle, mais c'est une grande pelle qu'on utilise quand on entasse la récolte dans une grange. Aval madad lo mitor gorno, mais si il a mesuré, quand il a accepté la récolte, il a mesuré avec une mesure de la grange qui est plus grande. Vechezir lo mitor beito, mais il lui a redonné avec des petites mesures. Eino yotse lo chesonot. Là, il n'a pas besoin de déduire de soustraire quoi que ce soit, parce que comme il lui a fait retourner en mesurant avec des mesures qui sont un peu plus petites, c'est des mesures qu'on utilise à la maison. À la maison, apparemment, ils avaient des impléments, des ustensiles pour prendre la récolte qui était plus petite. Alors, si quand tu mesures et quand tu lui redonnes ses fruits, tu utilises une plus petite chose, de toute façon, tu n'as pas besoin. Et non, parce que à force de prendre des petites quantités, avec une petite mesure, motirot, tu laisses
tu laisses plus de récolte dans le tas, et donc ça revient au même. Alors la Gemara dit de quoi on parle ici? Est-ce qu'on parle de sots? De sots avec des gens qui sont... on parle d'imbéciles. C'est quoi cette idée? Au début, il mesure avec des grandes mesures. Après, il lui restitue avec des petites mesures. Le type, il va vous spéter, il se dit, c'est quoi cette affaire? Moi, tu m'as mesuré, je ne sais pas, je t'ai donné 100 kilos. Tu as mesuré 100 kilos avec des grandes mesures. Après, tu me retournes avec 90 kilos à cause d'une... Ce n'est pas des imbéciles. Encore une fois, riche beshuftani. Shuftani, c'est des imbéciles. Askinen, de Yahave bekaile rabba, veshakle bekaile zuta, qu'il donne... Il dépose des fruits avec des grands ustensiles, il reprend avec des petits. Et la Gemara propose une autre explication qui est plus raisonnable. Dilma beyamota goren ka'amra. Peut-être on parle de la saison où on engrange, la récolte qui est l'automne. Bamed vaim amurim shemadad lo beyamota goren ve'chezir lo beyamota goren. Quand est-ce qu'on dit dans notre Mishnah qu'il faut soustraire, il faut enlever un petit pourcentage qui correspond à la perte normale? Seulement quand il a déposé pendant la saison de la moisson, des granges, qui est l'automne, et il reprend aussi plus ou moins au même moment. Aval, madad lo biemotagoren, si il lui a déposé sa récolte à la saison du goren de la grange, mais il lui a retourné, restitué sa récolte. Le chômeur a restitué au propriétaire sa récolte pendant la saison de la pluie. Là, il n'a pas besoin d'enlever un certain pourcentage qui est équivalent à la perte. Pourquoi pas? Parce que quand on arrive à la saison de la pluie, on avait parlé de ça avant quelques minutes, ça commence à gonfler. Les grains de blé ou d'orge, ils commencent à s'enfler. Et donc, en fin de compte, encore une fois, donc, comme il mesure ça en volume, alors il a reçu, je ne sais pas comment, c'est quoi un volume? Il a reçu 100 litres, 100 mètres cubes. Alors il peut lui rendre aussi 100 mètres cubes. Il n'a pas besoin de lui rendre 95 mètres cubes ou 90 mètres cubes. Pourquoi? Parce que normalement, il était censé de retrouver, quand il récupère sa récolte, ça devrait être 110. Pourquoi 110? Parce que ça s'est gonflé. Alors quand il lui rend exactement la quantité qu'il a reçue, c'est comme si il avait réduit une quantité qui correspond à la perte. Oui. Moi, je pense, parce qu'il y a une chose qui est importante normalement, la personne qui doit mesurer, avec la mesure, elle doit être indépendante. Il est indépendant. Ce n'est pas le chômeur qui va mesurer, ni rien du tout. Pardon. C'est pourquoi? Parce que moi j'ai assisté, parce que avec mon père, on allait dans les trucs pour acheter de la récolte. Et il y a une personne qui est indépendante. Parce que quand vous remplissez la mesure, si vous la bougez, alors là, ça se tasse. Ça se tasse. Et là, il n'a pas le droit de la bouger, de la faire quoi que ce soit. C'est pour ça que je dis... On a besoin de quelqu'un d'autre qui peut s'assurer que c'est tout à fait honnête. Exactement. Intéressant. Je voudrais apporter une précision, bien, oui. Peut-être une question. Je ne sais pas si c'est une précision ou une question. Il faut savoir. Vas-y, Richard, vas-y. Vas-y. Il m'a troublé. Non, mais je veux dire qu'on se pose des questions au sujet de quelqu'un qui demande à une autre personne de garder sa récolte. Oui. Pour quelle raison? C'est ma récolte, je la garde avec moi. Non, attendez. Pour quelle raison je pose? Je te donne la réponse. Il voulait passer 2 semaines à Honolulu avec sa femme. Il va passer 2 semaines à Honolulu avec sa femme. Non, oui. Alors, écoute, qu'est-ce que je vais faire avec ma récolte? Il y a des personnes, je ne vais pas prendre ma récolte à Honolulu avec moi. Il a des enfants. Non, je pense que le gars, il a un terrain plus ou moins grand, mais il n'a pas suffisamment
de grange pour garder cette récolte. Très bien. Donc il Ah, demande, voilà, c'est ça, soit il demande quelqu'un d'autre, soit il y a une coopérative. Très bien. Très bien. D'accord, moi j'ai une autre question. Oui, vas-y, vas-y. Oui. On étudie là, ici c'est Torah chez Béalpé. Maintenant on nous parle de souris qui mangent des récoltes, des récoltes qui gonflent, etc. C'est quelque chose qu'on a reçu du Sinaï, tout ça? Est-ce que vous avez eu le mérite d'entendre la question Yehuda? Non, Notre cher estimé collègue. Il a dit, je ne comprends pas. Nous, on est en train d'apprendre la Torah chez Balpé. Et nous, on parle ici de souris qui mangent et de récoltes qui se gonflent l'hiver. Est-ce que... Non, ça c'est le charme de la Torah chez Balpé, si je peux utiliser ce terme. La Torah chez Balpé, justement, elle s'adresse au quotidien. Au quotidien. Parce que, je te dis en parenthèse, dans la Torah, il y a, à la fin de Parashat Mishpatim, il y a Kabbalat Torah. C'est quoi Kabbalat Torah? Il y a une cérémonie où tout le monde dit Naaseh Venishma, et Moshe Rabbeinu il asperge le peuple avec de l'eau, avec du sang, ils appellent des... C'est le moment de Kabbalat Torah, en fin de compte, ça apparaît où quand on lit la Torah? À la fin de où? Parashat Mishpatim. Et Rashi dit que ein mukdam ou meuchar b'Torah. Que la chita de Rashi, c'est que où ça apparaît, où un récit apparaît dans la Torah, c'est pas nécessairement dans l'ordre chronologique. C'est possible que quelque chose apparaît plus tard, mais en fin de compte, ça s'est déroulé plus tôt. Alors Rashi dit, si cette Kabbalat Torah, elle s'est passée avant, ou elle s'est passée au moment d'un certain dibrot, ou 10 commandements. Là, quand il y avait les 10 commandements, il y avait Kabbalat Torah. Alors pourquoi, si c'est comme ça, selon Rashi, pourquoi est-ce que ça figure, ça apparaît à la fin de Parashat Mishpatim? Et la réponse est que les 10 commandements, c'est des principes généraux. C'est des principes généraux. C'est des choses, ils ont des idées, des concepts sublimes et élevés. L'otir tsar, tu n'as pas le droit de tuer qui que ce soit. L'otigno, tu n'as pas le droit de voler. Des trucs comme ça. Mais la gloire, la vraie gloire de la Torah, c'est dans Parashat Mishpatim. Parce que Parashat Mishpatim, on traduit ces principes généraux en petit argent, en petite monnaie. Et il y avait quelqu'un qui avait dit une fois, le Rav Steinsaltz, il avait dit une fois, comment on peut s'assurer, comment on peut voir si l'argent qu'on a, on a un billet d'argent, comment on sait que c'est du vrai et pas du toc, pas des choses. Il dit, le test, c'est si on arrive à traduire le billet en petit argent. Si tu veux un changeur, il te donne la petite argent, alors tu sais que le billet, il était vrai, il était authentique. Il y a la même chose avec les principes. Attends. Quand tu as des principes très nobles et très élevés, comment tu sais que le principe, c'est du vrai? Si on peut l'appliquer au quotidien, aux petites, soi-disant, au petit comportement, notre petit comportement quotidien. Donc, pour retourner à ta question, ça c'est la raison pour laquelle la Gemara parle de choses techniques et de choses qui se passent dans le quotidien, parce que ça c'est justement, c'est ça qui intéresse, ça c'est le sujet de la Torah chez Balpé. Torah chez Birtav, c'est les principes éternels, la vérité absolue. Ok, maintenant Torah chez Balpé, c'est ce qui l'intéresse, c'est comment on traduit ces principes éternels et absolus dans la vie quotidienne des jours à jour. Et un dernier exemple, un homme et une femme, il y a l'amour. L'amour, c'est comme un petit peu les 10 commandements. C'est un truc élevé et sublime. Ok, mais comment ça se traduit concrètement? Est-ce que tu es obligé de lui donner des habits, tu es obligé de peut-être faire la vaisselle, Chas v'shalom de faire la vaisselle, tu as besoin de faire descendre la poubelle, est-ce que tu as besoin dans ton lit d'apporter des fleurs? Tout ça, ça fait partie, c'est ça qu'en fin de compte, ça c'est le plus important. Tu me dis, comment on dit les Français, fraternité, liberté, égalité. Ça ne veut rien dire tant qu'on ne va pas les traduire en actes concrets, qu'on va pouvoir appliquer dans le quotidien. Et ça, c'est pour ça qu'on parle de Arabe. Oui. Surtout, il faut pas, un homme ne doit pas acheter des habits à sa femme. Parce que ça, la femme, elle ne sera jamais d'accord. Ah, ça, je suis d'accord.
Entièrement d'accord. Non, mais il y a le paracha et Kev. Et ça valait la peine de venir aujourd'hui juste pour entendre ce principe. Oui. La paracha et Kev. Réponds à la question. Les petits détails, les talons. Oui, exactement, il a fait. Exactement. Il y a quelqu'un ici qui essaie de... Ok, on retourne à la... On retourne. Donc on est dit donc quoi? Shemadab b'yemot hagoren ve'echezir lo b'yemot hagoren. Aval madad lo b'yemot hagoren ve'echezir lo b'yemot hageshamim. Eino yotzi lo chisron mipnei shemotio. Amar le Rav Papa le Abaya. Imken, si c'est comme ça, si tu me dis qu'il y a un phénomène que pendant la saison de la pluie, la récolte ça s'enfle. Ça gonfle. Imken lifka kada. Les tonneaux dans lesquels on met la récolte, les grains, devraient exploser. Non, mais il laisse peut-être une partie. C'est la Gemara. Si c'est vrai ton histoire, pourquoi on ne voit pas les tonneaux qui s'explosent parce que ça gonfle? Et la Gemara, elle dit Have uvda vepaka kada. Il y avait justement un cas où le tonneau c'est craqué. Mais comme j'imagine que c'est comme Shmuel a dit, qu'ils ne remplissent pas à fond peut-être. Oui. Mais il y a une autre explication. Itsetsa, que quand c'est pressé à fond, ça va pas gonfler. C'est comme quand c'est pressé à fond, ça ne va pas gonfler. C'est lorsqu'on met une bouteille d'eau au congélateur, il ne faut pas qu'elle soit remplie complètement, sinon elle explose. C'est bon, il a fait. Ok, nouvelle Mishnah. On reste dans le même sujet de la quantité qu'on est censé de soustraire de quelque chose qui a été déposé. Yotzi lo shtut le yain. Quelqu'un laisse à quelqu'un d'autre du vin. Quand il lui restitue son vin, il va soustraire shtut, c'est un sixième. C'est beaucoup. On va en parler. Encore une fois, de quel scénario on parle? Un scénario, si le type, il lui a laissé un tonneau de vin ou des bouteilles de vin, il n'y a pas de raison de soustraire quoi que ce soit. Pourquoi les souris ne boivent pas du vin? Il lui redonne ses tonneaux, il lui donne ses bouteilles. Et shalom à Israël. La même chose, si quelqu'un a déposé des kilos ou des tonnes de pommes, il lui redonne ses pommes. Et voilà, il n'a pas besoin de commencer à faire des calculs. On parle toujours d'un cas de figure où il a mélangé la récolte qu'il a reçue, qui a été déposée chez lui, avec sa propre récolte. Alors là, il doit faire un calcul combien je vais lui rendre. Alors ici, c'est un sixième pour le vin. Rabbi Yehuda Omer Chomesh, il dit non, tu enlèves un 20%, un cinquième. Ah, plus encore. Yotzi lo shlosha login shemen lemea. Pour chaque 100 login, c'est une mesure d'huile, tu y soustrais 3%. Tu enlèves 3. Et les 3, ça consiste de quoi? Logo mechetsa shmarim. 1,5%, ça correspond au... Comment on dit en français shmarim quand on parle levure. Non, c'est pas la levure. La levure de l'huile d'olive. Quand on fait de l'huile d'olive, alors il y a des détritus qu'on appelle shmarim. Oui, c'est pas de la levure. Non, c'est pas la levure. C'est des résidus. Des résidus. Alors, il enlève 1,5% qui correspond aux résidus. Ve logo mechetsa bella. Bella, c'est ce qui a été absorbé dans le cli. Normalement, le cli, il est fait, disons, d'argile ou même de bois. Il y a 1,5% qui est absorbé dans les parois du cli. C'est beaucoup. On va voir. Imaya shemen mezukak. Maintenant, si l'huile qu'il a, elle est pure, il n'y a pas de résidus, il n'a pas besoin de lui soustraire le pourcent et demi qui correspond au shmarim, au résidu. Si il a mis l'huile dans des cruches qui sont vieilles, il n'a pas besoin de soustraire le pourcent et demi qui correspond à ce qui a été absorbé. Parce que comme les cruches sont vieilles, elles ne peuvent plus absorber. Ils ne peuvent plus absorber. Ils sont super saturés, ils ne vont plus absorber. Rabbi Yehuda Omer, Afa mocher shemen mezukak lechavero, kol yemot hashana. Il dit même quelqu'un, un marchand, qui a l'habitude de vendre, il vend à quelqu'un
garantie 100% huile pure. Même dans ce cas de figure, l'acheteur, il est prêt à recevoir 1,5% de moins d'huile qui correspond au résidu. En dépit du fait que le marchand y vend de l'huile qui est pure, c'est sous-entendu qu'il va recevoir un petit peu moins qui correspond au résidu. On va en parler dans la Gemara. Moi qui suis dans l'immobilier, ça me fait penser que quand je vends des appartements dans un projet neuf, les gens ils achètent du brut, ils achètent 100 mètres carrés de brut, ils payent 100 mètres carrés de brut, peu importe, multiplié par 40 000 par exemple, mais en fait ils reçoivent 91 mètres. Net. Et le reste, c'est quoi? Ils savent, les cholas, que c'est du brut. C'est pour ça qu'ils demandent. Et à quoi ça correspond les différences? C'est la cage d'escalier, ça peut être là où il y a l'ascenseur, le dehors, qui est partagé entre les deux appartements, 3 appartements. Les parties communes, elles sont partagées selon le nombre d'appartements. Et ils sont inclus dans le mètre carré que tu vends. Et tu l'achètes. Ah, manière. Et l'acheteur, souvent, des fois, il ne sait pas, mais il faut le mettre au courant en disant réellement l'appartement, vous avez. Des fois, ils achètent 120 mètres carrés, 119 mètres carrés. Il dit mais comment ça se fait? L'appartement, il y a 107 mètres carrés. Où sont les 12 mètres? Alors on leur explique. Ah, mais je dois les payer? Oui, c'est comme ça. Donc il est pour. Vous entendez, ça valait la peine de venir ce matin. Au moins, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Il a fait manienne. Non, mais c'est le même. C'est le même. On n'a pas de normes, mais moi j'ai une question. Oui, Yehuda. J'espère qu'elle ne va être pas aussi difficile que l'autre. Quand vous posez une question, ça dépend quand même de combien de temps l'huile elle reste dans le tonneau. Je veux dire, si elle reste une semaine ou si elle reste 6 mois, il n'y a pas le. Oui, tu as raison. Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'une fois que la cruche, elle a absorbé ce qu'elle peut absorber, qu'elle reste 6 mois ou 2 ans, elle n'absorbera pas plus. Ah non, voilà, ce que tu dis, c'est vrai. C'est dans le cas où on dit qu'il ne faut pas soustraire le 1,5% qui est de l'absorption. Là, ça fait aucune différence. Mais dans le cas où on parle de 1,5% qui correspond au résidu, là, peut-être ça joue le temps, parce que s'il a déposé ça pour quelques heures, il n'y a pas de résidu en quelques heures. Tandis que s'il a déposé ça pour quelques semaines, c'est sûr que maintenant, s'il y a une séparation qui a eu lieu entre l'huile elle-même, les résidus sont descendus en bas. Et quand il lui donne l'huile, il est censé de prendre en compte les résidus. On va même pour le bélag, je veux dire, la cruche, c'est pas en quelques secondes qu'elle absorbe on va voir. Processus. On avait vu dans la Mishnah une dispute, une marloquette dans la Mishnah vis-à-vis du vin. Est-ce qu'il faut soustraire un 6e, ça c'est l'opinion du Tanakama, ou un 5e, qui est l'opinion de Rabbi, je pense, Yehuda. En fin de compte, ils disent qu'il n'y a pas de dispute. Ma'an qui a trait, Ma'an qui a trait. Lui, Ma'an, monsieur, il va selon son endroit, et l'autre, il va aussi selon son endroit. Ba'atre de Ma'an, Chafu Bekira. Dans le pays ou dans l'endroit de ce rave, l'habitude était de mettre une couche à l'intérieur du tonneau de cire. De cire. Pour faire hermétique. Velo ma'etztfei. La cire, ça n'absorbe pas beaucoup. Oui, Shabbat, ça n'absorbe pas beaucoup. Ba'atre de Ma'an, tandis que dans l'endroit de l'autre rave, Chaf ou Bekoufra, eux, ils avaient l'habitude de mettre une couche à l'intérieur de gourdon. De goudron, merci. De goudron. Zefet. Alors là, au contraire, la chaux. Alors la chaux, ça absorbe beaucoup plus que donc celui qui dit que tu vas soustraire un 5e, c'est dans les tonneaux qui étaient recouverts de chaux à l'intérieur, et celui qui dit un 6e, il y avait la cire. Ça absorbe plus. Si tu veux, je te donne une autre explication. Meshum gargishta, à cause de la nature de l'argile
qu'on a utilisé pour fabriquer le tonneau ou les cruches, ha maitzat fait, ha lo maitzat fait. Ça veut dire qu'il y a des endroits où l'argile, la nature d'argile, maitz, elle absorbe plus, et il y a d'autres argiles qui absorbent moins. Donc en fin de compte, ça revient au même, c'est qu'on prend en compte les conditions qui existaient dans l'endroit où le Rav il habitait. Batri de Rabbi Yehuda, Ramu, maintenant, dans l'endroit de Rabbi Yehuda, Ramu Arbaim Vetmane Kuze Bedana. Normalement, Dana c'est un tonneau. On mettait 48 cousins, disons verres, un peu plus grands, des gros verres. On faisait rentrer une quantité de 48 chopes dans un tonneau. Tonneau égale 48 chopes. Azil Dana Beshita Zouze. Et on achetait un tonneau pour 6 zouz. Ok? Compris? Jusqu'ici c'est clair? Oui. Paris, Rabbi Yehuda, regardez le dernier rachis en bas de la page. Naasa Rabbi Yehuda Chenvani, Rabbi Yehuda est devenu un marchand. Vaya Mochan Shesh Kuzei Bezouz, et il était un marchand de vin. Alors lui, il prenait, il vendait dans la Gemara, Paris, Rabbi Yehuda Shita Bezouza. Chaque 6, une quantité de 6 chopes pour un zouz. Chaque chope, il a vendu 6 zouz. Non, chaque 6 pour un zouz. Non. Shita, chaque 6, chaque quantité de 6 chopes, il est vendu pour un zouz. Chaque 6 pour un zouz. 6 chopes pour un zouz. Oui. Ah bon, j'ai pas compris. Maintenant, tu as compris, Baruch Hashem. On tourne la page. Des fois, ça met du temps. Ça fait rien, c'est comme moi. Dal, alors qu'est-ce qui se passe? Dal tlatin beshita. Alors, quand lui, il a vendu une quantité de 36 chopes, il a récupéré l'argent qu'il a dépensé pour le tonneau. Parce que on avait dit le tonneau qui comprend 48. Oui, et ça c'est vendu pour 6. Alors lui, il a vendu chaque 6 pour... Ça fait 12 de bénéfices. Ça fait une chope? Je ne sais pas. Mais ça fait comme Chaim, on voit que Chaim est dans les affaires. Pachelei, Treissa. Il y a 12, maintenant il y a une quantité de 12 chopes de vin qui reste apparemment pour le bénéfice. Mais non, on voit que non. Dal, Tmania, Shtute. Alors on enlève 8 qui correspond à Shtut. C'est quoi? On avait dit que normalement, dans le vin, il y a une perte qui correspond plus ou moins à un 6e. Il y a une quantité de ce 6e qui est absorbée dans le cli, une quantité qui représente les résidus. Ce n'est pas le vin lui-même. Donc maintenant, tu enlèves un 6e. Alors un 6e de 48, c'est 8. Alors, on avait dit qu'il y avait 12 de bénéfices, mais tu enlèves 8, qui le shtut, il te reste 4 de bénéfices. Pas chez le Arba'a. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi pas? Parce que les résidus, tout ça, c'est aussi dans les 6 qu'il a vendus. Ça ne reste pas forcément chez lui. Non, ça reste au fond quand il va. Ça reste au fond, il ne les a pas vendus. Non, mais si c'est absorbé dans le. Si c'est absorbé dans le. C'est ce qui n'est pas absorbé. Si c'est absorbé dans le cadre. C'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse. Ce qui est absorbé, il ne peut pas le vendre, mais ce qui est. Non, mais chaque fois qu'il vend, on avait dit que quand tu vends du vin ou tu vends de l'huile, tu soustrais un petit peu qui correspond à la chose. Alors, je n'ai pas de réponse à ta question. C'est une bonne question. Ça veut dire qu'il tient compte quand il lui donne à chaque fois. On avait dit que quand tu vends, apparemment, le prix de la vente, elle prend en compte. On soustrait un petit peu de liquide. Alors moi j'ai la réponse. C'est quoi la réponse? Je peux proposer que quand on vend la cruche en entier, on compte comme ça. Mais quand on vend au fur et à mesure, c'est pas la même chose. Détaillé. Peut-être. C'est comme quand on vend un appartement en entier ou pièce par pièce. Ou pièce par pièce.
Alors sache que en Israël, tu ne peux pas dédoubler un appartement, c'est très compliqué. Tu peux faire que 2 appartements ils deviennent un, elles acceptent assez facilement la mairie. Mais de diviser un appartement en 2, c'est un grand processus, c'est très compliqué. Manien. Alors la Gemara dit, il savait en fin de compte que ce monsieur, quel monsieur de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il a un profit, un bénéfice 4. Alors la Gemara s'étonne. Non, pas Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, j'ai dit. Rabbi Yehuda. Ok, j'ai dit Rabbi Yehuda, j'ai pas dit Rabbi Yehuda. Ok, il savait qu'il a un bénéfice 4. Veha amar Shmuel, hamistaker, al yistaker, yoter al shtut. Regardez le Rashi, la 3e ligne d'en haut, le Rashi. Veha amar, et pourtant Shmuel a enseigné que celui qui prend un bénéfice, mistaker bedvarim sheyesh behem chayei nefesh. Les sages ont dit que quand on vend des choses, des produits de base, chayei nefesh, par exemple, le pain, le riz, l'huile, le vin apparemment aussi, des choses de base que les gens ont besoin normalement, on n'a pas le droit de profiter plus qu'un 6e. Le bénéfice? Oui, on n'a pas besoin de bénéfice, on n'a pas le droit de bénéficier. Des choses qui ne sont pas des choses considérées comme des choses de base, tu peux essayer de bénéficier autant que tu veux. Alors il dit, comment ça se fait que le bénéfice était 4? Nous, on sait qu'il peut, selon Rav Shmuel, il est censé de bénéficier, au moins d'avoir un bénéfice d'un 6e. Alors, un 6e de 48, c'est 8. Et là, c'est 4. Là, c'est 4. Il sort perdant, le Rav. Non, il ne sort pas perdant, mais il n'a pas fait un bénéfice maximum. Alors, la Gemara dit, mais tu sais, les rabbinim, ils sont censés être un peu malins comme ça. Alors, ça veut dire quoi qu'il sort avec 4? Non, parce que des fois, on achète des loulaves et c'est 1000 fois le prix de d'une branche de... justement, un loulav, ça ne rentre pas dans la catégorie de choses de base. C'est pour ça qu'on a le droit. Chacun avec son métier. Moi, je dis que, tu sais que quand on fait qu'on appelle ça... quand on construit, on rajoute dessus un tamal 38. Encore là, la mairie, elle refuse, et je continue, la mairie, elle refuse si le Kablan, il n'a pas au moins 35% de bénéfices écrits. S'il a 40, c'est bien, mais s'il a 33... pourquoi la mairie refuse? Pourquoi la mairie, maintenant que pourquoi elle insiste qu'il va en minimum de bénéfices? Parce qu'il peut arriver plus facilement une pshat régel, et si une pshat régel, s'il fait faillite, tous les locataires qui sont dedans, ils sont perdants, ils vont rester avec le projet au milieu. Et la mairie, elle a une partie de responsabilité après. Alors ils font en sorte qu'il ait vraiment son bénéfice, qu'il paye comme il faut des impôts, et que s'ils ont 40% ou 45%, la mairie, elle est couverte. En général, ils ne font pas de trucs. Vous voyez que ça valait la peine de venir ce matin? On a appris quelque chose. Hein? Oui. Oui, mais parce que c'est vrai. Non, c'est pour dire. Mais ça va être la question de poser. Et ça coûte cher. On va continuer un petit peu, si vous voulez bien. Alors, la grande dit, alors pourquoi il ne fait pas le bénéfice plus important? Alors, la Gemara dit, et que Gulfei ou Shmaraya. Il dit, mais attends, il faut ajouter à son bénéfice, Gulfei, c'est le tonneau lui-même. Le tonneau lui-même, ça vaut quelque chose. Ça, c'est un. Et aussi, Shmaraya, les résidus. Les résidus, apparemment, on faisait quelque chose avec. Oui, on fait du savon. Ok, alors les résidus et le cli. Alors, si tu ajoutes ça, il s'avère que ça s'ajoute au bénéfice. Ça fait les 4. Alors la Gemara dit, alors si c'est ainsi, nafish leitfei mishtut. Encore, si c'est comme ça, il y a trop de bénéfices, encore une fois. Il va avoir trop de bénéfices, il va dépasser le 6e. La Gemara dit, ikatire vedmei barzaniata. Il y a d'abord l'effort qu'il investit, qui a de la valeur, qui correspond à une valeur. Et après, il y a barzaniata. Alors, Barzaniata, Rashi donne 2 explications. Une explication, c'est qu'on n'a qu'à regarder le Rashi. De Mei Barzaniata. Vous voyez le Rashi? Shenoten damim lachenvani, le mocham, vemotzian, vemachiz alav bechutzot. Ça s'appelle faire de la pub. Il doit faire un peu de pub. Ici, c'est quoi la pub? Il donne, le marchand donne à quelqu'un un peu d'argent qui va aller dans la rue et annoncer. On a reçu des
tonneaux de vin de très bonne qualité. Ça, le pub, ça vaut quelque chose. Et ça, c'est un. Et deux, Rashi donne une autre explication, Barzaniata. D'abord, il dit Karzaniata, le shon kraza. Le shon acher, umanut yesh, ben nekivat barza, bechavit, shel cheres vetzarich liten sachar. Mettre un robinet, apparemment les tonneaux, on attachait au tonneau un robinet. Et ça se faisait par un expert. C'est pas n'importe qui peut attacher. On payait au type pour mettre un robinet sur le tonneau. Alors ça aussi, c'est des frais. Alors si tu prends en compte les frais de la pub et les frais du robinet, c'est ou un ou l'autre. Alors là, il savait qu'on retourne à l'ilation en bénéfice un shtout, un sixième et la vie est belle. Encore quelques lignes. Ima shemen mezuka keino yotzi lo shmarim. Alors la Gemara dit veha ifshar de lo bala. Tu me dis que si la Mishnah dit que si l'huile elle était pure, tu n'as pas besoin pas seulement ça, si il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de résidus, et si le cli il est vieux, on n'a pas besoin de soustraire la quantité qui a été absorbée. Alors la Gemara s'étonne. C'est impossible qu'il ne va pas y avoir quelque chose qui est absorbé. On parle encore une fois, de tonneaux qui ont été recouverts à l'intérieur avec du chaud. Et ça veut dire quoi? Que ça absorbe, mais une fois que c'est absorbé, ça ne va pas continuer à absorber quoi que ce soit. Et il dit même, sans parler de chaud, une fois que ça absorbe, il me semble que c'est la même chose, ça revient au même. Une fois que ça absorbe, ça ne va pas continuer à absorber. Une fois, les parois, le cli, il peut seulement absorber jusqu'à une certaine quantité, il ne va pas continuer. C'est-à-dire que quand tu vas l'utiliser une première fois, les fois que tu vas le re-remplir, ça ne sera plus la même absorption. Ça va être plus voilà. Une fois que le cli, on parle d'un cli qui est absorbé à fond. Mais oui, pas seulement il n'est pas neuf, il est vieux. C'est-à-dire qu'on l'a souvent utilisé, à force de l'avoir souvent utilisé, il a absorbé à fond, il est plus en position de continuer à absorber, donc il n'y a pas cette histoire de 1,5% de liquide qui est absorbé. Ok, on va arrêter là, parce que c'est une nouvelle sujet. Écoutez, vis-à-vis